Je suis au boulevard El Alou, à Rabat, tout près du jardin des Oudayas, qui a été le jardin de mon enfance. Dès que j'ai pris un peu de possibilité d'âge, je grimpais sur les grandes fortifications qui entourent ce merveilleux jardin. Je circulais, je montais sur les canons portugais et je regardais la ville de Salé du haut de cette Casbah des Oudayas de Rabat. Et en même temps, donc, nous habitions dans ce qu'on appelait à l'époque le quartier de l'Océan, c'est-à-dire tout près d'un vieux fort portugais qui doit peut-être encore exister. Et j'avais voulu ne pas continuer à travailler trop près de chez moi, mais je voulais aller au lycée, qui s'appelait le lycée Gouroua, et qui maintenant s'appelle le lycée Hassan II, bien entendu, mais c'est le même bâtiment, plus quelques autres, bien entendu. Et, comment dirais-je, je traversais donc tout Rabat pour aller en demi-pensionnaire, et je communiquer avec la ville de Rabat, avec un jardin d'acclimatation, si mes souvenirs sont bons. Il fallait que je traverse pour arriver près de l'établissement, près du lycée, qui était tout en fait en haut de la ville de Rabat. Et donc tout se passait bien, je travaillais, ma mère m'avait dit un jour, si tu ne fais pas bien tes devoirs et apprendre tes leçons, je t'empêcherai de dormir. Alors du coup, fais attention. Et donc je suis devenu régulier, donc toujours les prix d'excellence, les prix d'honneur, etc. J'étais très très passionné, très attentif, tout petit, à l'époque. J'ai beaucoup grandi après, mais à l'époque, lorsque par exemple, ensuite à Bordeaux, je vais en parler, je suis arrivé en classe de 5e, le proviseur qui venait voir pour récompenser ceux qui avaient eu des prix d'honneur, me voyant, me dit, mais je le croyais en classe de 8e, il me donnait 3 ans de moins, et effectivement, ma taille, elle a beaucoup grandi. Mais malgré la plaisanterie de mes 1,57 m seulement, je suis devenu quand même champion de France du 4 x 100 mètres, champion scolaire, plus fort que le champion universitaire. Je faisais, avec ma petite taille, 11 secondes aux 100 mètres et moins de 7 secondes aux 60. Bon, parce que je n'avais pas voulu me voir ratatiner, et donc dès mes entraînements marocains, j'étais prêt à travailler tous les jours pour que mes muscles fonctionnent et se mettent de plus en plus à la disposition. Et au départ d'un 100 mètres, personne ne pouvait me gratter. C'est moi qui partais à une vitesse toujours régulièrement, parce qu'autrement, je n'aurais pas pu avoir les satisfactions. Alors, donc, je ne sais pas pourquoi, je suis passé de la vitesse, oui, c'est de ma taille qui m'a conduit à passer à la vitesse, et donc à montrer que j'ai eu une enfance marocaine studieuse, avec des professeurs très attentifs, avec une famille qui faisait attention. Mais, si vous voulez, il y a eu, à l'âge de 11 ans, donc en 27,
il y a eu un phénomène. Mes parents m'ont dit qu'ils m'envoyaient en France pour, comment dirais-je, passer les vacances, comme c'était l'usage de tous les fonctionnaires français de l'époque. Mon père n'était pas fonctionnaire, il était journaliste, il avait fondé plusieurs journaux et il était à la Chambre de commerce surtout. Mes parents m'envoient en France avec ma sœur qui avait 2 ans et demi de plus que moi. On va chez une grand-tante, on prend des vacances au bord de la mer, à la frontière espagnole à Hendaye, et on m'avait donné un petit appareil carré là pour prendre des photos, pour faire passer les choses. Mais quand les vacances se terminent, au lieu de retourner au Maroc, nous apprenons que nous allons rester en France, car nos parents, entre-temps, ont eu comment dirais-je, une réunion judiciaire qui les séparait, les divorçait, et en même temps séparer les enfants. Alors plutôt que les séparer, ils ont préféré nous laisser, ma sœur et moi, en France, chez une grand-tante d'abord, avec ensuite une autre tante. Donc, à ce moment-là, on s'est aperçu, au lieu de revenir retrouver nos parents et nos habitudes, que nous étions à Bordeaux, chez une grand-tante, dans des conditions de vie pas très confortables. On était dans la même chambre, sans fenêtre à l'extérieur, et j'étais près, pour entrer en 5e, près du lycée de Michel de Montaigne. Nous habitions tout près. Ma sœur allait dans un établissement catholique, et moi, brusquement, alors à ce moment-là, j'étais très lié à ma mère, et cette séparation était un coup dur. Donc j'ai eu un drame, et je me suis immunisé. Je conserve encore cette immunité. J'ai très peu de réactions, sentimentales. Je n'en ai pas. Je pense, mais je ne subis pas. J'ai bloqué ça, parce que cette séparation de ma mère était cruelle pour moi. Et mais je me suis mis au travail pour compenser cette situation. Et bon, j'ai réussi malgré ma petite taille et le changement entre le lycée du Maroc et le lycée de Bordeaux. Je me suis bien tiré de l'opération, et par la suite, donc, nous ne sommes pas restés à Bordeaux, mais nous sommes montés par une tante, une sœur de mon père, qui avait organisé déjà notre séjour à Bordeaux. Elle est venue nous faire connaître une tante qui était en Picardie, à Abbeville, et cette tante était mariée avec un directeur qui était un centralien, donc un mathématicien, et il était directeur du gaz et de l'électricité de la région d'Abbeville. Alors, nous étions logés chez cette tante, nous allions y être, et nous avions une porte au bout d'un jardin, une porte à ouvrir, et c'était l'usine. Donc ça a été la découverte du monde ouvrier et mon lien au monde ouvrier, qui s'est donc marqué à ce moment-là. Je me suis passionné pour les jeunes que je voyais dans les messes à la paroisse, et je me suis passionné pour le monde populaire. Et ceci m'a permis de rencontrer un mouvement de jeunesse ouvrière qui m'a fait connaître un autre mouvement de jeunesse étudiante catholique qui, à ce moment-là, inversait les situations d'enseignement
et de relations et de formations religieuses ou pas religieuses, c'est-à-dire que c'était les jeunes qui décidaient ce qu'ils voulaient faire et qui posaient des questions entre eux, qui échangeaient, qui étudiaient et qui posaient des questions aux enseignants qui avaient à répondre aux élèves. Ce n'était pas les élèves qui avaient à répondre aux enseignants, c'était les enseignants qui avaient à répondre. Et ça a été la bascule de toute ma vie. J'ai passé tout ce que j'ai fait pour l'éducation nationale en France et dans 20 pays, ça a été justement cette bascule pour que ce soit le problème des jeunes qui soit étudié et non pas le problème des enseignants seulement, le problème de leur propre, même si, bien entendu, les choses se lient et cette intervention. Mais il y avait cette dominante que j'ai instaurée encore une fois, dans une vingtaine de pays où j'ai été consulté par les ministres, j'ai pu organiser les formations des enseignants, à mettre en tête la formation des élèves, à mettre en tête ce qu'attendent les élèves, à mettre en tête ce qu'ils peuvent aller voir à la bibliothèque, ce qu'ils peuvent aller voir dans les entreprises, car je ne voulais pas que l'école soit fermée, il fallait que l'école soit en liaison immédiate avec tout ce qui l'entourait. Là encore, l'école, ce n'était pas se fermer sur du savoir abstrait, mais au contraire s'ouvrir sur des connaissances concrètes, sur des connaissances vivantes, sur des connaissances relationnelles, sur des connaissances... Il y avait un bateau qui arrivait dans un port, et bien il fallait s'en intéresser, même si on était en train d'étudier autre chose, mais on articulait ce que l'on était en train de faire avec ce qui arrivait dans la ville où on était, dans le lieu où on était, ne pas rester donc dans l'abstraction, et dans l'abstraction qu'on apprend par pseudo-cœur, par mémoire pure, mais au contraire se passionner pour des choses qui vivent, pour le concret, pour la réalité, et aller chercher les informations utiles pour comprendre. Oui, on cherche les informations, mais ce ne sont pas les informations qui nous bloquent, c'est nous qui débloquons les informations. Il y a eu cette inversion permanente, comme vous le voyez, de mes idées qui ont joué de toutes les façons. Alors, à Abbeville, j'ai vécu dans des conditions très confortables, parce que à l'époque, les gaz et l'électricité donnaient à leurs directeurs des résidences qui étaient tout à fait confortables. Et mon oncle allait être très important pour moi, parce qu'il allait me passer très vite la géométrie descriptive, et je me suis mis pendant les soirées à faire des travaux de géométrie descriptive, et il m'avait aussi passé un livre traduit de l'américain sur le calcul différentiel et intégral. Je me suis passionné à partir de ce livre américain, donc très pratique, très concret, très habile. Je me suis mis à me passionner, ce qui fait qu'à l'école ensuite, au lycée ensuite, comment dirais-je, les professeurs me laissaient tranquille parce qu'ils savaient que j'avais 3 ou 4 ans d'avance sur les autres camarades, et qu'effectivement, quand en classe de première, en classe de rhétorique, j'ai passé le concours général pour toute la France, j'ai eu le 2e prix, j'étais le second. Et l'année suivante, j'ai eu le 7e accessite seulement, parce qu'au lieu de travailler les 30 ou 40 questions qu'il fallait faire dans le problème, j'ai simplement étudié la manière dont la personne qui avait construit ce problème l'avait construit. Et je montrais ensuite, par conséquent, alors tout sortait tout seul, mais j'avais passé du temps, je n'ai pas pu traiter les 40 questions comme j'aurais dû, donc ils m'ont mis un 7e accessite seulement. Mais c'est dire que je galopais un petit peu en avance, mais avec beaucoup de respect pour mes professeurs et en même temps beaucoup d'amitié avec mes camarades, pour qui je restais
C'était d'ailleurs dans un collège original. On ne l'appelait pas lycée, on l'appelait collège parce que c'était dans une sous-préfecture. Et à l'époque, les établissements scolaires du premier et second degré, car elle était mêlée, donc de la 11e jusqu'à la terminale, s'appelait collège dans les sous-préfectures, et là où il y avait une préfecture, il s'appelait lycée. Et moi, donc, il s'appelait collège Courbet. Collège Courbet, c'était un amiral qui a été faire la conquête d'Haiphong en Extrême-Orient. Et bon, c'était original, car ce collège également était un collège qui datait de 5 siècles. On a fêté ces 5 siècles en 85 et quelques, où j'étais là, vous m'avez invité bien sûr, mais ce collège était resté un collège catholique devenu laïque, devenu mais phénomène paradoxal, l'enseignement catholique pour les premières communions et autres se faisait dans cet établissement scolaire, alors que les professeurs étaient communistes, socialistes, et il y avait une laïcité de bon ton, chacun acceptait que l'autre ce qu'il a à faire, ce qu'il voulait. Il n'y avait pas la vraie laïcité, qui est le respect réciproque des valeurs des autres, et de voir, comme le dirait plus tard mon ami Teilhard de Chardin, aider chacun à monter dans ses propres valeurs, et non pas à se renverser vers les nôtres. Non, chacun doit monter, et on doit se rejoindre. Tout ce qui monte converge, disait-il. Tout ce qui monte converge. Tandis que là, inverser les choses, non. Et ça a eu beaucoup d'importance pour moi, bien entendu. Alors, dans cette vie de travailleurs vivant dans un milieu élégant, ou à la fois aristocratique, c'était ma famille, mais bourgeois, c'était l'époque, et également le monde populaire qui était mon cœur, et le milieu de la jeunesse en même temps, être solidaire des jeunes et solidaire de nos créations possibles telles que nous ferions par la suite. Un lycée original qui porte le nom de collège et qui en réalité va de la 11e jusqu'à la terminale, et dans lequel les comment dirais-je, les communistes et les socialistes, aussi bien que les prêtres, sont à se côtoyer sans histoire, chacun faisant ce qu'il a à faire dans son côté, mais ne établissant aucun mépris des uns vis-à-vis des autres, simplement. Et en même temps, avec ce fait que ça datait de 5 siècles, ce collège, incroyable. Enfin, vous voyez, j'ai toujours eu des bizarreries autour de moi, ou sans doute un petit peu de mon côté. Et donc, je prépare à Sainte-Geneviève, qui était fait par les jésuites, je prépare Polytechnique. Je devais y entrer au bout de 2 ans, mais en fait, comme je passais mon temps à m'occuper des jeunes, aussi bien populaires dans les patronages que des jeunes, mes camarades ou les autres, dans les problèmes de jeunesse étudiante catholique. Donc je passais beaucoup de temps et j'ai raté mes deux années. Alors du coup, la 3e année, je suis abstenu, j'ai travaillé mordicus, donc j'étais reçu à Polytechnique avec le numéro 5507, c'est-à-dire 8e. Mais bon, en réalité, c'était parce que j'avais préparé aussi normal supérieur, et les examens de normal supérieur avaient fait que j'ai passé mon concours de Polytechnique au mois d'août, alors que tous les autres étaient passés et où les gens étaient fatigués
et où donc je n'ai pas pu remonter le moral, bon, peu importe. Mais j'étais quand même un peu vexé, de même que comme mon saint patron, c'est Saint André, c'est le premier qui a vu pour nous le Christ avant Saint Pierre. Alors il est donc toujours le premier, mais quand j'ai eu le deuxième prix au concours général de mathématiques, j'étais furieux de n'être que second. Je voulais être premier, comme Saint André, mon patron, par rapport à Saint Pierre. Mais bon, ça fait partie de tarabiscoteries multiples, mais dans lequel c'était en même temps une ouverture aux autres, une ouverture respectueuse aux autres. Alors je passe à Polytechnique et j'arrive sur la guerre, bien sûr, étant... Alors d'abord, un passage important, c'est que en début d'année 39, il y a le passage en France d'un très grand géologue savant, le père Teilhard de Chardin. Et le père Teilhard de Chardin, indépendamment de la géologie, avait aussi ses idées sur le monde à venir. Et bien entendu, j'ai la chance de savoir qu'il passait à Paris, revenant de Chine à partir des États-Unis. Et je demande aux jésuites s'ils pouvaient venir nous voir. Et il est venu. Nous étions à l'époque dans un petit collège tout près où nous allions souvent, tout près de Fontainebleau. Et là, il vient nous voir. Et donc, je me passionne pour sa manière de voir les choses en disant: il ne s'agit jamais d'obliger les gens à avoir vos idées, il s'agit d'aider chaque personne à grimper, à monter, plus tout ce qui monte converge, disait-il. Il y avait une médaille comme de lui, de cette nature. Et alors ça m'a donné l'idée de toujours cet accueil des autres dans leurs différences, de ce respect de leurs différences, de ce respect de ce qu'ils font. À tous les, aussi bien au niveau le plus intellectuel qu'au niveau le plus populaire. Là encore, pas de séparation. Je suis en 1939 mobilisé, je fais la guerre. D'abord, nous avions, les Allemands n'attaquant pas, nous avons essayé d'aider la Pologne, mais j'ai fait partie de la première offensive pour aider la Pologne, et je suis monté avec mes canons. J'étais sous-lieutenant orienteur. Et j'ai orienté mes canons à un endroit où l'année précédente, j'avais amené un camp de vacances de 70 jeunes que je faisais, on vivait nos découvertes telles que je les souhaitais pour la jeunesse catholique, et on accueillait les gens, près duquel c'était au même endroit où je retrouvais mes canons, où je plaçais mes canons, et où j'avais la première offensive, où je suis monté alors dans comment dirais-je, dans les plateaux où les Allemands avaient leur défense, mais la Pologne n'a pas duré plus de 15 jours, donc on nous a repliés, mais j'ai retrouvé donc ce que j'avais vécu antérieurement. Alors à la suite, on a vécu des séjours en milieux ruraux, ce qui fait que par la suite, je ferai quand je serai prisonnier, comme je vais le dire, je ferai un cours sur la culture paysanne, où je montrerai la richesse de donc ouvriers, paysans, intellectuels, tout ce que vous voulez, dans toutes les foi, dans toutes les visions, tout ça, ça me passionnait. Et donc, dans ce monde de la guerre, nous sommes placés pour monter
en Belgique, parce que, soi-disant, la France était défendue par la ligne Maginot. On avait, je critiquais, quand j'étais à la formation dans l'école de guerre, je critiquais les considérations de nos grands chefs qui pensaient qu'on n'avait pas besoin d'avoir du matériel motorisé, on n'avait pas besoin. Non, un petit peu. Il y avait sur les 60 divisions qui étaient en France, avec 10 divisions anglaises d'ailleurs, qui elles étaient motorisées, nous n'avions que 6 divisions motorisées. Toutes les autres, c'était des chevaux. Des chevaux. Alors, bon, il ne faut pas vous étonner que les Allemands, avec leurs chars et leurs tractions les plus développées, soient passés carrément en Belgique. Et donc, nous avons été obligés de reculer. On est allé jusqu'à Dunkerque. À Dunkerque, l'originalité, on m'a confié, enfin la division m'a envoyé vérifier les bateaux qui devaient nous transporter en Angleterre afin de retourner en France, en Bretagne, pour continuer le combat, continuer ce qu'on espérait. Mais je suis donc allé vérifier le jour dit, après que les Anglais aient entièrement évacué leurs troupes. Ils avaient les seuls appareils anti-avions pour nous défendre, et au lieu de nous passer leur matériel, ils l'ont cassé, nous laissant bombarder. Moi j'ai eu 2 de mes hommes, enfin 12 de mes hommes, dont 2 dont leur famille m'avait confié, qui ont été tués à 150 mètres de moi, même pas 20 mètres de moi. Alors bon, le souci des Anglais là-dessus, leur originalité, c'est Reich Deutschland, my country, qu'elle soit juste ou fausse, c'est mon pays, ça passe avant tout. On s'en est aperçu drôlement. Et donc, nous avons, que je suis allé quand même vérifier les bateaux qui devaient nous ramener vers l'Angleterre. Je les ai vérifiés, les 3 bateaux, avec un torpilleur anglais. Je rends compte à la division, on repart le soir après avoir fait une offensive qui avait trompé les Allemands, et on s'amène. Moi j'étais en tête avec mon colonel, je guidais les troupes, et quand on est arrivé sur le Molest de Dunkerque, la division, là, les 12 000 hommes de la division, 3 détonations, les 3 bateaux qui nous étaient destinés étaient coulés par les Anglais pour bloquer le port de Dunkerque à leur avantage, mais à notre inconvénient. Il a fallu se décider à se laisser rendre sans combat, parce qu'on était 12 000 hommes sur une jetée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On n'avait plus de mitrailleuses, on avait laissé nos canons, nos mitrailleuses, on n'avait que des armes de poing. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Faire tuer nos hommes pour rien? Bon, on a fait toute la division prisonnière comme ça. Alors bon, par la suite, moi je me suis décidé à faire comme si je n'étais pas toujours prisonnier. Et comme on nous avait parqués dans un grand truc, j'avise, ma division est une division de l'Est, il y avait donc des Alsaciens qui parlaient allemand. J'en prends une douzaine et je leur dis, vous allez demander au poston allemand de se mettre au garde à vous et de me saluer, je vais le saluer. Et ça s'exécute, là, il fait le truc. Et je lui dis, vous allez lui dire que je vais vous emmener, vous les 10, et je lui donne ma parole d'honneur d'officier français de vous ramener ces hommes. Et le type, et s'en va, et je vais, et on avait là des milliers de camions de toutes ces armées qui étaient abouties jusque-là, et donc on ramasse, alors que nos autres camarades étaient en train de ronger leurs freins, nous, on ramasse de la nourriture de tous les côtés, y compris des formidables pots
anglais, on se dit ça doit être merveilleux ça. Alors on était contents et on ramène l'ensemble. J'ai le salut de soldats allemands, qui étaient sans doute autrichiens d'ailleurs. Donc il avait été correct, indiscutablement, quoi. Il aurait pu me refuser. Mais alors, le seul drame de l'opération, c'est quand on a ouvert les merveilleuses boîtes anglaises. Qu'est-ce que vous croyez qu'on ait trouvé des merveilleuses choses à bouffer? Non, de l'eau et des morceaux de patates, de l'eau et des pommes de terre. Vous voyez la gueule des Français devant ça, alors qu'effectivement, n'oubliez pas qu'on donnait un demi-kilo par jour à chaque soldat pendant toute la guerre, un demi-kilo. Pâte, comme ça, voilà. Oui, les drames auxquels on est obligé de vivre. Alors la suite, l'ensemble de nos amis partaient le lendemain. J'avais repéré qu'il y avait des généraux, une soixantaine de généraux. Je me suis joint à eux, tout simplement, en toute innocence. Et ainsi de suite, alors que mes camarades ont fait 350 km, moi j'en ai fait peut-être une trentaine, passant mon temps à me dépatouiller. Et aussi, une autre fois, il y avait un soldat autrichien qui me fait des signes, et donc je le suis. On se met, notre troupe de toute la division, 300 et quelques d'officiers, avance, on prend de l'état, et il y avait une buvette magnifique. Alors là, on a bu des portos, des tas de trucs, des bonnes nourritures, etc., pendant que nos camarades continuaient à marcher. Et après, mon soldat, astucieux, il téléphone en disant officier français, Krieg, malade, etc. Alors on envoie une voiture, on part, on rattrape tous nos camarades et il me laisse aller sur le champ où je vais aller retrouver ensuite donc, les généraux, comme je vous l'ai dit. Donc j'ai passé mon temps à me faufiler et avec des complicités et du bon sens, mais effectivement, donc comme vous le voyez, je suis arrivé en captivité, frais comme une rose, avec avoir pris le train et n'avoir marché que le minimum de ce qui était possible. J'ai toujours pris par l'humour. C'est pas pour rien que j'ai fait un livre sur l'humour du Christ dans les évangiles. Et l'humour est arabe, et l'humour est juif. L'humour n'est pas seulement chrétien, loin de là. C'est ce qui se rapproche le plus fort, les grandes religions. Parce que l'humour, c'est pas la plaisanterie. C'est une manière de faire jouer à la fois des choses énormes et des choses petites, simultanées. De faire comment dirais-je, des réalités difficiles sont revécues d'une façon fine, d'une façon douce. C'est de la rigueur et de la douceur simultanée. Simultané, pas séparé. De la douceur et puis ensuite de la raideur ou de la raideur et ensuite... Non, pas ensuite, tout de suite. Tout de suite. C'est ce court-circuit, je l'ai appelé souvent, court-circuit, entre ces deux réalités contrastées, ces deux paradoxes qui se renforcent l'un l'autre au lieu de se démolir. Et tout ça, ça inspirera ensuite le sens du sens, bien entendu, et plusieurs autres livres. J'arrive en captivité, donc, avec ma division, avec mon régiment, mais dès que je suis entré en captivité, j'ai refusé d'entrer dans des cercles Pétain qui s'organisaient dans tous les trucs de captivité. Parce que Pétain venait d'être promu patron de la France, mais moi j'avais entendu qu'il y avait eu
un professeur d'université juif qui, parce que juif, avait été mis dehors. Oh, il dit, oh, ça ne marche pas du tout pour moi. Qu'il soit n'importe quelle foi, je ne supporte pas qu'on fasse une discrimination de cette nature. Bon, donc je refuse d'entrer au cercle Pétain et je crée un cercle de libre discussion, donc, c'est clair, dans lequel pouvaient venir les gens qui ne voulaient pas reconnaître Pétain à juste titre, mais pas beaucoup s'en étaient aperçus. Je l'ai vu plus tard, même avec un de mes grands amis juifs, qui lui a fait confiance à Pétain, alors mais il a réussi lui à s'évader et il a vécu une vie assez étonnante. Il s'appelait Crémieux-Briac d'ailleurs, et donc il est mort il y a quelques mois après avoir écrit de tas de livres. Mais donc j'en reviens à cet aspect. J'arrive, on nous donnait à manger pas très brillant, mais heureusement on avait le droit de recevoir des colis parce que, je l'expliquais souvent, l'armée allemande, pour se protéger des nazis, ont appliqué les conventions de Genève, car au niveau de la mentalité allemande, tout ce qui est obligatoire doit être respecté. Puisque les conventions sont obligatoires, on les respecte. Alors du coup, dans cet aspect des choses, comment dirais-je, le monde dans lequel nous vivions, on nous donnait à manger des choses pas extra, et une espèce de suif quelconque. Moi, alors j'en faisais une bougie. Et le soir, qu'est-ce que je faisais? Quand, à partir de 19h, tout s'éteignait, sauf les soldats allemands qui rôdaient, moi, avec le suif, je me faisais une bougie et j'ai écrit ma pièce, La légende du chevalier. C'était une légende. Il n'y a qu'une seule défaite, celle de devenir semblable à son adversaire. Donc, on ne doit pas, rien à faire avec les nazis, rien à faire avec nous. Nous devons rester ce que nous sommes. Nous devons savoir que tout n'est pas perdu. Nous devons savoir que c'est un optimisme de résistance qui doit être la valeur de nos vies, le sens de faire attention, d'écouter tout ce qui se passe, de préparer nos suites, que nos suites soient celles d'évasion ou que nos suites soit celle de préparation du retour. Et effectivement, ma pièce a été jouée devant mes camarades, c'est moi qui l'ai mis en scène à l'époque, j'avais mis 17 acteurs, on avait le temps, on était dans ce camp 2000 officiers prisonniers, donc devant ces 2000 on a joué dans la mise en scène que j'avais faite, mais l'un de mes camarades a pris le texte et m'a juré qu'il le ferait jouer. Il partait avec l'ambassade Scapini qui, pour la Croix-Rouge internationale, venait visiter les camps d'officiers français. Et il a été libéré ensuite. Il s'est trouvé, il est devenu le directeur financier d'une très grosse entreprise française à Paris. Et donc, 3 ans après, donc en 1943, ma pièce a été jouée à la Comédie Française et par une mise en scène, un communiste, donc, mais caché. À l'époque, les gens se cachaient, bien entendu. Mais en même temps, ils avaient bien vu, et ma pièce donc était sans allemand dans la salle, parce que moi j'étais toujours en captivité. Mais l'allemand qui avait vu mon texte n'avait rien dit, parce que lui, il était anti-nazi sans doute comme nous, et donc il me soutenait, enfin il ne m'empêchait pas, il me laissait. Alors ma pièce a été jouée, et j'ai commencé
quoique je sois uniquement polytechnicien, ingénieur de Polytechnique, j'ai commencé comme si j'étais professeur d'université. Un cours de littérature, un cours de philosophie, un cours sur l'esthétique. Plus tard, je recommencerai, je referai de tous les côtés. Et puis, je me suis mis à écrire des poésies, des poèmes, d'autres pièces, d'autres qui sont publiées, donc une ici. Donc, dans celle que je vous remettrai. Et donc, j'ai pu organiser mon temps avec des amis. Nous étions un petit groupe d'ailleurs de 6 ou 7 camarades, dont j'étais le popotier, c'est-à-dire c'est moi qui devais m'occuper qu'on prépare bien le repas de matin, le repas du soir. Mais, comment dirais-je, j'étais pas très dégourdi, simplement on s'abonnait à tous les journaux allemands, mais pas pour les lire, on ne les lisait pas, simplement on les tranchait en morceaux de papier, on faisait brûler, on faisait chauffer comme ça notre provision et les provisions qui nous arrivaient de la part de nos familles. Moi au début j'ai été gâté parce que mon père a pu m'envoyer du Maroc beaucoup de choses, puis ma sœur de Bretagne, donc on était bien, mais du coup j'étais popotier, et en particulier, alors les drames qu'on oublie, qui sont oubliés par l'histoire, alors qu'ils sont monumentés. On avait reçu un de nos camarades avait des parents qui avaient une ferme, on avait reçu 1 kilo de foie gras, et alors que moi, popotier, je voulais qu'on prenne petit morceau par petit morceau. Non, ils ont voulu tout bouffer, mes camarades, pour le grand drame. Vous voyez, c'est des drames qui sont inconnus de l'histoire, qui sont cachés, alors, qui sont pour pire que tout le reste. Et donc, bon, on a vécu avec ça, et avec le fait qu'on recevait les nouvelles, on avait peu à peu obtenu des appareils par des jeux, parce que c'était des soldats à nous, soldats français, qui s'occupaient de nos matériels, pas de la nourriture, c'est nous qui la faisions, mais eux, ils distribuaient nos colis et ils portaient sans doute nos affaires à laver, parce que j'ai aucun souvenir d'avoir jamais lavé pendant 5 ans, on doit quand même pouvoir s'en souvenir, rien. Et mes camarades du même âge à qui j'en parlais récemment, non plus, je ne me souviens pas. Bon, c'était donc que ça devait être pris par nos soldats, remis à des laveurs allemands, à des commerçants allemands, et on payait en Lagermark, en marque de camp, parce que nous étions payés en marque, mais en Lagermark, c'est-à-dire du papier qui n'aurait aucune valeur autre que celle dans les camps. Et cette réalité était intéressante d'ailleurs, parce que, comment dirais-je, nous pouvions distribuer une partie de notre argent. Et j'ai pu soutenir à un moment donné ma sœur, puis ma sœur a aidé, à ce moment-là ma mère est devenue veuve de son second mariage, et donc elle n'avait pas assez de moyens. Ma sœur lui a fait déléguer l'argent de ma solde de sous-lieutenant, devenu lieutenant d'ailleurs, par l'âge, automatiquement. Et, comment dirais-je, de ce point de vue-là, nous avions cette capacité de rester en relation avec le monde extérieur par ces envois de colis et de lettres. Nous avions droit à 2 lettres par semaine et à 2 colis par mois. Et les lettres, j'ai reçu comme ça, quand ma pièce a été jouée, il y a eu des acteurs de la Comédie Française qui m'ont tous écrit dans les lettres que je leur avais envoyées pour les remercier. Et donc, j'ai encore ça, bien entendu, car j'avais ramené ça, plutôt je l'avais renvoyé, on avait le droit de renvoyer des colis que j'avais renvoyés à ma sœur, et donc je les ai retrouvés
à la libération. C'est donc le paradoxe, le fait que les nazis ont été écartés de nous pour que les troupes allemandes elles-mêmes ne soient pas coincées, qu'elles puissent être combattantes, mais non pas dominées par les nazis. Je crois que ça s'est bien vu dans la manière dont nous avons été traités de manière convenable. Alors bien entendu, on a vécu beaucoup en 5 ans, on a eu le temps de voir tous les faits, on était informés sur ce qui se passait, donc à la fois par la radio allemande, mais aussi par des radios secrètes. Les camarades passaient et avec les appareils clandestins, ils avaient pris des nouvelles et conversé éventuellement avec Londres, et donc on était mis au courant peu à peu de ce qui se passait. Et d'autre part, on a changé de camp souvent. Au début d'ailleurs, et ça fait partie des grands problèmes aussi, nous étions au début dans un camp où on était 10 000 officiers français, mais à un moment donné, il y a eu plusieurs blocs, et on a, comment dirais-je, il y avait 300 prêtres qui étaient aumôniers militaires parmi ces officiers. Les Allemands ont pris ces 300 aumôniers et ils ont pris 300 plus jeunes. Moi j'étais dans les 300 plus jeunes. Et à nos 600, ils nous ont enlevés de ce camp qui était en Pologne actuelle, Stettin, et ils nous ont envoyés près de Hambourg. Et c'est là où j'ai pu faire jouer ma pièce que j'avais préparée. Les camps se sont succédés du nord, puis vers le sud, plus en plus vers le sud. Et comment dirais-je, ensuite, à un moment donné, ils nous ont changé de camp et le capitaine allemand qui guidait le groupe, on n'était plus que divisé en petits groupes, un groupe de 1000 était un petit peu perdu et on arrive placé dans un ancien petit stade dans lequel il y avait donc un gymnase et puis de quoi nous abriter, mais on était tellement serrés qu'on était pêle-bêche, la tête comme ça ou la tête comme ça, les uns et les autres. Moi j'étais toujours popotier, on n'avait plus rien à bouger, nos colis n'arrivaient pas, alors on était démunis. Et moi je m'arrangeais pour chipper les herbes, et comment dirais-je, les pommes de terre qui avaient été grattées, les épluchures de pommes de terre qui étaient destinées aux cochons, je les barbotais aux cochons et je les regrattais moi à nouveau pour faire un petit peu de soupe pour mes camarades en attendant que les choses s'arrangent. Et effectivement, on était à 30 km des Russes, 15 km des Américains. On avait la frousse que les Russes arrivent parce que ce serait plus long comme repatriement. Et effectivement, on a été libérés par les Américains, ce qui fait que je me suis permis de tirer de ma grande connaissance de la langue anglaise. I am very glad to see you. To see you. Vraiment, je ne peux pas faire autrement que de leur dire ma satisfaction. Ils avaient l'air de s'en foutre d'ailleurs, mais moi aussi, hein, après tout. Quelques camarades ont été tellement heureux de leur libération qu'ils sont mis à bouffer trop, et ils ont tous des coliques, des maladies, etc. Nous, avec un de mes camarades de Polytechnique, de 2 ans plus jeune que moi, mais qui était dans ma même division que moi, on s'est gardé de bouffer trop. On a été prudents et on s'est bien porté. On a pu voir les autres et attendre le rapatriement. Alors bien entendu, le rapatriement n'a pas été
immédiat, il a fallu faire quelques marches. J'ai constaté la manière dont les ouvriers étaient logés en Allemagne. Ils étaient logés comme des bourgeois en France, alors que les ouvriers français étaient lamentables de logement, étaient mis dans des conditions lamentables. On leur laissait, comment dirais-je, le ravitaillement d'eau à l'extérieur de maisons très frustes. Alors j'avais cette constatation qui me faisait enrager de penser à la manière dont le patronat français s'occupait de son propre personnel ouvrier. Et donc on était à considérer ce genre de choses. Et puis on nous a, comment dirais-je, amené finalement dans plusieurs trains successifs pour aboutir au nord de la France d'abord, et puis ensuite on nous a amenés jusqu'à Montparnasse, non pas Montparnasse, jusqu'à la gare du Nord, à la gare du Nord ou la gare de l'Est, je ne sais plus. Mais on voulait à ce moment-là nous amener jusqu'à un centre d'accueil des anciens prisonniers, mais avec un de mes camarades polytechniciens de ma division, on a dit non, on casse les pieds. On est donc parti, on a pris le métro à 6 h du matin et je suis arrivé à 7 h, rue Bonaparte, au numéro 12, chez ma tante d'Abbeville. C'était le 7 mai, le jour de mon anniversaire. Je suis arrivé le jour de mon anniversaire dans ma famille. Je ne peux pas faire moins. Bon, là encore, le lendemain, j'ai pris un vélo pour aller visiter un certain nombre de gens. J'ai failli me faire écraser. Je n'avais pas encore récupéré toutes les données, mais je pouvais donc alerter ma famille, voir mes camarades, commencer à retrouver contact avec... J'avais pris, pour certains polytechniques, les tabacs pour être aux finances. Le tabac, je m'en fichais, mais les finances, oui, parce que je voulais passer l'inspection des finances. Bon, et donc, je les préviens, mais ils me laissent tranquille. Et à ce moment-là, la Croix-Rouge internationale, qui avait été contactée à mon sujet par mon ami qui avait ramené ma pièce de captivité, la Croix-Rouge internationale m'a donné 3 millions de francs de l'époque, en Suisse, pour faire un comité d'accueil et des gens, des rapatriés. Alors là-dessus, le ministre des anciens prisonniers, ministre français, me donne une voiture et un chauffeur. Et alors qu'il ne restait que 500 000 voitures en France, je me pavane tous les jours avec mon chauffeur pour circuler dans la région parisienne, pour voir les besoins de mes camarades anciens prisonniers, pour m'en occuper. Au bout de 6 mois, j'ai vu que c'était terminé, qu'il n'y avait plus besoin. On rend la moitié de l'argent à la Croix-Rouge internationale. Et à ce moment-là, je prends un peu de distance, tout en restant en liaison avec, chez ma tante, à rue Bonaparte. Et, comment dirais-je, je décide de retrouver ma mère et mon père au Maroc. Et donc, en janvier, donc, on était la guerre de 1945, janvier 46, je vais au Maroc, je rencontre des amis, je participe dans la montagne berbère à des danses awash qui me fascinent, et immédiatement, je suis fasciné, j'écris mon cantique d'amour au Maroc. Là-dessus, mon père me fait rencontrer
des pachas de ses amis. Mon père était président de la Chambre de commerce et d'industrie de tout Maroc, et du ciel de Rabat en particulier, et il avait de très nombreuses connaissances. Je vois un pacha magnifique qui me présente des jeunes de l'Istiklal, des jeunes de l'indépendance. Immédiatement, je bascule en leur faveur, je dis l'indépendance, mais les Marocains se sont battus, effectivement, je l'ai su par la suite, quand j'ai été reçu par Mohamed V, et qui m'a donc dit qu'il avait encouragé les Marocains à se battre pour la libération de la France. Pour moi, c'était évident. J'allais me battre pour la libération de mon cher pays natal, le Maroc. Et là, donc, il s'est trouvé que les jeunesses catholiques avaient fait partie beaucoup de la résistance. Et donc, on était très, très, très liés, et se crée à ce moment-là un essai français d'imiter l'Angleterre, Commonwealth, et de créer donc l'Union française. L'Union française, donc on crée une assemblée de l'Union française, AUF, et immédiatement mes camarades m'alertent et on me fait nommer en novembre 1947 membre de l'Assemblée de l'Union française. Je devenais parlementaire, et je devenais parlementaire de l'Assemblée de l'Union française. Immédiatement, donc, je pouvais m'intéresser à la libération du Maroc, soutenu à ce moment-là par le président de la République socialiste, dont le nom va me revenir, et en même temps par le ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman, dont je suis devenu le conseiller et l'ami. Il y avait Halal El-Fassi. Quand j'avais, en 1947, j'étais donc à Paris au moment où arrivait Halal El-Fassi, qui venait pour négocier, et je me suis arrangé pour le faire rencontrer chez le directeur général, le président de Renault, qui était un de mes amis, et dont l'épouse, qui était sénatrice, allait me faire nommer, avec elle aussi d'ailleurs, à l'Assemblée de l'Union française à la fin de l'année, en novembre 1947. Et je lui présente, et je m'arrange pour que chez mon ami, il puisse rencontrer le secrétaire général du Quai d'Orsay, qui était Parodi à l'époque. Et donc Parodi rencontre Halal El-Fassi. Et Parodi rassure Halal El-Fassi en lui disant qu'il peut retourner au Maroc, qu'il sera tranquille, il n'y aura aucune, malgré ce que l'on sait que tramait le général Juin, maréchal bientôt, on lui a dit non, vous ne risquez rien. Mais ça n'a pas... et à ce moment-là, je lui ai sorti mon cantique d'amour au Maroc, que je l'ai remis en feuille. Et je ne sais pas si je vous ai déjà dit que quand je l'ai revu 10 ans plus tard, devant ma femme, il m'a dit qu'il avait conservé ce dactylographie sur lui pendant son exil hors du Maroc. Bon, c'est dire les liens qui se jouaient à l'époque, cette compréhension, cette grandeur de ce beau pays, et encore une fois, de ce souci de l'indépendance. J'amène ma jeune femme au Maroc, reçue par le roi Mohamed V et par Hassan II, le prince héritier, qui fait un repas avec tous les grands dignitaires marocains pour ma femme, seule femme, devant tous les dignitaires marocains et moi. Et en même temps, comment dirais-je, il me remet dans les négociations que je fais avec lui à la demande du président de la République, donc socialiste de l'époque, il me demande de remettre à ma femme aux armes
de la famille royale. Donc c'était, comme vous le voyez, c'est là, en souvenir, c'est bien resté. Mais j'étais obligé de m'expliquer auprès du ministre Robert Schuman en lui disant que je ne pouvais pas refuser un cadeau de cette nature. Si ça aurait été n'importe quel argent, j'aurais refusé, évidemment, mais là, ce n'était pas possible, il était d'accord. Mais en même temps, si vous voulez, il y avait un ancien ministre des Affaires étrangères qui allait remplacer Robert Schuman momentanément et qui m'était hostile et qui s'est arrangé pour que je ne sois pas réélu en 1962 à l'Assemblée de l'Union française. Ce qui fait qu'à mon retour de cette mission de 61, je me suis retrouvé au tabac. Je me suis retrouvé, où on m'a laissé tranquille d'ailleurs, et donc j'ai pu continuer à œuvrer momentanément, mais comment dirais-je, je n'étais plus parlementaire, je ne pouvais plus agir de la même manière, mais c'est à ce moment-là que j'ai écrit un article dans la revue Esprit qui était l'indépendance marocaine et la France, dans la revue Esprit. Immédiatement, mon ami, mon futur ami, qui devient mon ami, donc Louis Massignon, créant le comité chrétien d'entente France-Islam, me demande d'être co-créateur avec lui et co-directeur de ce comité chrétien d'entente. Bien sûr, j'accepte. Louis Massignon, d'autre part, était tout le temps envoyé en mission dans les différents pays arabes et musulmans pour sa compétence et pour sa bonne volonté acceptée et bien connue. Et il voyageait donc souvent, et en même temps, il avait une audience auprès de l'ensemble de l'opinion publique, ce qui fait que chaque fois qu'il se passait quelque chose, nous faisions un communiqué, et que nous avons fait comme ça 70 communiqués qui ont éclairé l'opinion française et préparé les attitudes d'évolution des idées à l'égard en particulier de l'Afrique du Nord, où les trois pays, donc le Maroc et Tunisie, sous protectorat, mais l'Algérie considérée comme française depuis 1830. C'était donc des problèmes difficiles qu'il fallait arriver à traiter. Et Massignon, alors, se baladait et pouvait circuler, et comment dirais-je, la photo de Mohamed V qui est là est dédicacée à Louis Massignon, pas à moi, c'est à Louis Massignon. Mais parce que il était, comment dirais-je, il avait pu négocier l'influence au Quai d'Orsay, qui avait fait venir le roi en France plusieurs fois pour négocier, pour avoir des possibilités. De la même que j'avais été envoyé en 61, donc, pour négocier aussi. Ça a progressé, mais pas du tout, jusqu'au moment où on n'a pas pu empêcher l'opération qui était fomentée par un général qui était devenu résident général et qui avait remplacé le général Juin, qui était parti vexé parce qu'il n'avait pas réussi à faire ce qu'il voulait. Il voulait faire que le Maroc devienne une diarchie. Il y aurait eu deux souverainetés simultanées, la souveraineté marocaine et la souveraineté française, simultanées, en diarchie. Bon, peu importe ce qu'il y avait là-dessus, comment dirais-je, il n'avait pas pu le faire, car Robert Schuman avait bien vu que c'était complètement déraisonnable. C'était un homme extraordinaire. Il avait une formation spirituelle très, très importante et donc un accueil, un respect du monde de l'islam. Le roi vient en France, mais il y a
le général Juin, vexé de ne pas avoir pu de nommer maréchal, en plus, nommer maréchal, le maréchal Juin, avec qui j'avais des liens, parce qu'il était, comment dirais-je, marié avec une amie d'enfance de ma mère. Bon. Que d'autre part, c'était mon père qui l'avait aidé à un moment donné, parce que mon grand-père était, comment dirais-je, un traducteur arabe. Il avait fait un diplôme, un dictionnaire arabe, français-arabe, arabe-français. Et donc, il avait aidé Juin. Et encore une fois, il avait ses liens. Ce qui fait d'ailleurs que quand il avait été nommé, alors plus tôt, je reviens en arrière, quand il avait été nommé en 1947 à Rabat, il m'avait fait appeler 3 semaines après son arrivée, devant mon père, il me reçoit, etc. Et il m'avait vécu une bonne orientation de ce qu'il voulait faire. Mais en réalité, il a saisi par un entourage, par un certain Boniface, qui était préfet de région à Casablanca, qui était, comment dirais-je, un ancien interprète, mais qui était un homme affreux sur lequel tout ce que nous avons vécu de pire à ce moment-là a été construit par lui. Et il devait être à la retraite. 3 ans, il a été prolongé. Au-delà de la retraite, une chose que je n'ai jamais vue ailleurs dans la fonction publique. 3 ans prolongé, alors qu'il était devait être à sa retraite. Prolongé pour rester, il ne voulait pas s'en aller tant que Mohamed V n'était pas viré du Maroc. Et effectivement, il a réussi à opérer un certain 20 août, que je ne me trompe pas dans les chiffres, 63, oui, ça doit être 20 août 63, il est expédié en Corse, à Madagascar. Il voulait l'envoyer encore plus loin. Mais la Massignon allait le voir, parce qu'ils étaient des missions pour le Quai d'Orsay dans des pays arabes, et hop, il se faufilait pour aller le voir et il dirait, avant la fin de l'année, vous serez revenu au Maroc. Alors là, bon, c'est vous dire que les choses n'étaient pas simples, bien entendu. Nous étions pris par l'actualité. La bataille, c'était l'indépendance. Donc, notre dialogue était le dialogue de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut aller voir, etc. Et donc, je n'ai pas pu m'instruire vraiment. J'ai simplement vécu, mais de toute façon, ma position d'égard de Chardin faisait que l'importance, c'était que aider tout ce qui peut permettre à la foi musulmane de se vivre, de s'affirmer, de se développer, et donc que l'indépendance de son pays soit assurée. Donc, si vous voulez, je ne suis pas entré dans une culture que j'aurais dû faire, mais je ne pouvais pas, parce que notre bataille était une bataille, et encore une fois, comment dirais-je, au début, j'avais du travail parlementaire, j'étais président d'une commission à l'Assemblée de l'Union française, j'avais des organisations à faire, j'avais à répondre à des différentes demandes, donc, si vous voulez, mon acculturation n'était pas à l'ordre du jour, elle n'était pas facile, n'était pas possible. Vous me direz que j'aurais peut-être dû dire non, je veux d'abord, mais non, la bataille c'était l'indépendance. Première chose, l'indépendance. Et parce que c'était la forme initiale du respect même de l'islam marocain, de l'islam tunisien, car j'étais devenu l'ami et le conseiller de Bourguiba. Bourguiba passant à Paris, mes amis marocains, en particulier où
Wissam, non, comment, la famille Alaoui, El Alaoui, me fait rencontrer Bourguiba. Et je discute avec Bourguiba et je lui dis, si vous injuriez, vous allez perdre du temps. Si vous exigez l'indépendance, vous allez perdre du temps. Demandez l'autonomie et vous aurez l'indépendance. Et je suis devenu donc son conseiller, son ami. Et donc, il a bien appliqué notre combinaison qui a parfaitement réussi avec Mendes France, bien sûr, dont j'étais conseiller autour de son équipe quand il est devenu donc le Premier ministre, qui a permis donc le démarrage du côté de la Tunisie et du côté du Maroc, sans pouvoir aller tout de suite aussi vite qu'il l'aurait voulu lui-même, mais il y avait les résistances qui se sont manifestées du général Juin, maréchal Juin, qui lui alors s'est arrangé pour torpiller le travail de Mendes France. Alors Mendes a été remplacé par mon ami Edgar Faure, dont la femme dirigeait une revue, La Nef, dans lequel je contribuais à travailler avec elle et dans lequel j'ai organisé avec elle 2 numéros, un numéro qui s'appelait, le titre ne va pas me revenir, un numéro sur le Maroc et Tunisie, et bien oui c'est ça, Maroc et Tunisie, et un autre numéro était un numéro important aussi, mais vous voyez, ma faiblesse de mémoire ne me permet pas tout de suite de vous garantir les faits. Maroc et Tunisie, ça va, mais l'autre, le deuxième, je ne me vois plus. Mais, comment dirais-je, donc j'allais chez elle, et je voyais Edgar Faure, et Edgar, effectivement, allait être l'un de ceux qui allait préparer les évolutions ultérieures dès qu'il était malin, il était fin, et donc moi je l'aimais beaucoup. Moi, pendant ce temps, je m'occupais de diriger une usine de manufacture et comment dirais-je, je faisais que les travailleurs qui travaillaient 48 heures, je crois que je l'ai peut-être déjà dit, qui travaillaient 48 heures à l'époque, commençant à 6 heures du matin et terminant à 15 heures, à 17 heures le soir, je leur ai fait distribuer des boissons chaudes, salées par conséquent, à 8 heures du matin, donc 2 heures après leur travail, et je leur ai fait distribuer à 11 heures avant leur repas, je leur ai fait distribuer des apéritifs, enfin des liqueurs, des liquides, et puis à 14 heures, je leur ai fait distribuer du café ou du thé, et à 17 heures, encore une fois, je leur fais distribuer des boissons qui leur plaisent. Et donc, j'avais fait ça pour mon usine, elle a été étendue sur 370 usines, et moi j'ai eu droit à une médaille d'encouragement à l'industrie, la société d'encouragement à l'industrie. Bon, ça m'a fait très plaisir de voir, là encore, qu'on peut rendre service aux gens et qu'on peut organiser quelque chose dans lequel la relation entre les patrons et les ouvriers n'est pas une relation d'ignorance, mais c'est une relation de compréhension mutuelle, de soutien mutuel, de respect mutuel. Bon, c'était les vieux souvenirs de ma jeunesse, de mon adolescence, de ma découverte de la jeunesse étudiante catholique, de ce besoin qu'il n'y a pas de différence, il y a des conjonctions, il y a par la suite, je suis devenu évidemment, dans les théoriciens, parmi les théoriciens,
de l'interactivité, de la complexité des relations à vivre ensemble, où j'ai retrouvé par la suite, bien entendu, Edgar Morin, Jean-Louis Lemoigne, un certain nombre d'amis de multiples occupations scientifiques et de différentes mobilités dans le monde général. Eh bien, écoutez, je pensais aux problèmes posés par les différents instruments qu'il faut caresser pour obtenir n'importe quoi. On obtient à la fois toutes les informations qu'on peut chercher, vous le faisiez si bien tout à l'heure, on peut prendre des photos, prendre un film, on peut... Donc ces appareils de plus en plus précis, de plus en plus petits, malgré l'énormité des moyens qu'ils mettent à disposition de l'individu, eh bien, ils posent du positif et du négatif, des risques et en même temps des avantages évidents. Mais on le voit bien avec beaucoup de jeunes qui passent leur temps dans la rue, dans le métro, n'importe où. Ils sont prisonniers de leur capacité incluse dans leur appareil, dont je n'ose pas dire les noms, mais qui sont variés, mais que vous les connaissez tous, et ils sont à caresser, avec cet aspect pittoresque d'ailleurs, à la rue. Mais je crois que là, il y a des risques, en même temps qu'il y a ses avantages. Alors comment arriver, l'un des grands problèmes sera comment arriver à faire, qu'on utilise bien, c'est-à-dire non pas n'importe comment, tout le temps, n'importe où, mais quand il faut, et qu'on l'applaudisse, qu'on s'en serve quand on veut prendre des souvenirs, bien sûr, mais qu'en même temps, il ne soit pas la manière dont on s'emprisonne et dans laquelle on se coupe des relations véritables, on se sépare les uns des autres, au lieu d'être réunis, au contraire. Alors c'est là où il y a un problème dont je mesure la complexité, et dont je ne vois pas les solutions immédiates, mais dont je pense que sera l'une des recherches scientifiques et en même temps esthétiques qui vont jouer, et aussi éthiques, qui vont jouer dans les moments, les petites années qui vont venir, les petites tournants qui vont être pris par les civilisations et par leurs rencontres mutuelles. Alors c'est dans cette première inquiétude et confiance simultanée dans ces appareils que je vois un des premiers problèmes que va avoir à se poser l'humanité pour rester elle-même, pour ne pas se déconcerter, se désorganiser. Là encore, il y a quelque chose de sublime comme question, comme grande question, comme grand problème. Et puis, que peut-il se produire d'autre au niveau scientifique? Il y a une telle montée des capacités humaines à pouvoir contrôler une partie du fonctionnement de l'univers, ces capacités ouvertes, confiées à l'homme, après toutes celles qui ont été confiées à d'innombrables espèces, non pas simplement humaines, mais animales, mais même matérielles, de penser que ces capacités pour lesquelles je me suis passionné à propos des travaux qui ont été faits sur les capacités confiées aux animaux et aux êtres en général, et je pense aux travaux de Jean-Claude Ameisen
en particulier. Et je vois, alors j'ai fabriqué à mon tour, en passion, une petite ensemble de ces différentes capacités pour montrer donc l'étonnement de cet univers et de cette fonction humaine, humaniste de cet univers. Alors j'ai appelé ça acclamation à la création. Je n'ai pas osé mettre acclamation au créateur. J'ai laissé des nuances, pour moi bien sûr, mais j'ai laissé, là encore, en respectant qu'il puisse y avoir des gens qui ne soient pas croyants en créateur et qui puissent tout de même avoir de la pensée par rapport à l'humanité et à l'évolution humaine. Mais ma pensée pour moi, c'est bien sûr ce que représente la création dans le rêve du créateur. J'ose employer le mot rêve, mais je sais bien que le créateur ne me fera pas de querelle. Donc, je crois, si vous voulez, qu'il y a une grande, étonnante capacité offerte à l'homme d'une fonction dans le monde qui va se dessiner peu à peu, d'une fonction de luminosité, d'une fonction d'espérance, d'une fonction dans laquelle l'ensemble de ces diversités qui divergent vont en même temps se réconcilier. Il va y avoir donc une unification possible. C'est toujours mon rêve de cette unité dans laquelle je vois le Créateur. Voilà.